Mes amis, bien le bonsoir. Petit débrief technique rapide en mode hors série sur cette histoire de sous-marin. Donc, comme évoqué il y a quelques jours, il n'y a pas vraiment de surprise. Il a implosé dû aux forces auxquelles il était soumis. Ça veut dire qu'il était sous-dimensionné par rapport aux pressions régnant au niveau où se trouve le Titanic. Donc, on est en train de parler de la zone des 3800 mètres quand même, donc des pressions énormes. Et malheureusement, même si le sous-marin, comme certains l'ont souligné, a déjà été 2 ou 3 fois sur site, ce n'est pas une preuve. S'il est sous-dimensionné, eh bien, chaque fois qu'il y va, il est à la limite, il est aux confins de sa résistance. Il va être soumis à rude épreuve et puis fragilisé. Et à chaque fois qu'il reviendra, eh bien, les risques qu'il implose sont multipliés. Et puis forcément, bon, en 2, 3 plongées, c'était terminé, il a implosé. Alors, le contre-amiral des gardes-côtes américains a dit que le vaisseau de pression a implosé. Il n'a pas dit le sous-marin, il n'a pas dit le vaisseau. Cet homme est très expérimenté, il n'est pas vice-amiral pour rien, il a 32 ans d'expérience des gardes-côtes. Il a dit le vaisseau de pression. Donc, je ne sais pas si les photos du site sortiront un jour, potentiellement le sortiront, mais j'aimerais attirer votre attention sur les 2 modes de destruction possibles, et quand les photos seront là, on saura quel mode a été responsable de cette destruction. Je m'explique. Notre sous-marin est fait de 2 grosses couches, si vous voulez. La première, c'est le tube en métal. Il y a un tube en métal dans lequel se trouvent les occupants. Ce tube en métal tout seul n'est pas fait pour résister à la pression qui règne à ces profondeurs-là. Donc, il est enroulé, enrobé d'une couche de fibres de carbone avec, comme certains ont bien voulu le souligner, de la résine. Dans la dernière vidéo, je ne supposais pas que les fibres de carbone étaient flottantes comme ça, mais bien sûr, elles sont incluses toujours dans une gangue, dans une résine. Donc, cette résine, qui est renforcée par les fibres, est censée, d'après la conception, qui n'est pas, on le voit, à la hauteur des forces ou des enjeux, eh bien, elle est censée donner de la rigidité et protéger notre vaisseau de pression. Ça, mettons, c'est le résultat. C'est la résultante. C'est notre couche de fibre de carbone. Alors normalement, elle va au contact. Hein. Excusez-moi, j'ai tout ce que j'ai dans la voiture en ce moment. Donc voilà. Ça va normalement au contact. Ça se touche. D'accord ? Maintenant, il y a 2 options. Il y a la première chose, c'est le sous-marin entier ou le bathyscaphe ou le submersible qui est complètement écrasé, donc comme ceci. Si les photos sortent, vous verrez, par exemple, si c'est ce mode-là, vous verrez que c'est tout l'objet qui est écrasé, qui est aplati au fond de l'eau. Il y a une autre option, et peut-être c'est à ça que fait référence le contre-amiral John Moger. C'est celle-ci. C'est que l'extérieur semble intact, l'extérieur du sous-marin ou du bathyscaphe semble parfait, pourtant, la chambre de pression est déjà écrasée et détruite. Comment ça se fait? Comme ceci. Si vous regardez l'idée que je suis en train de partager avec vous, c'est que dans l'eau, on a la pression qui se transmet dans des colonnes d'eau. Donc, ça veut dire ceci, en clair. Ça, c'est mon épaisseur de fibre de carbone. D'accord? Résine, fibre de carbone. Elle fait 127 mm. Pour information, 127 mm, ils disent qu'elle peut aller jusqu'à 4000 mètres. Ça veut dire littéralement, on est en train de parler de 31 mètres de résistance par millimètre de fibre de carbone. Ça me semble, bon, je sais que c'est pas linéaire, d'accord? Je sais que c'est pas linéaire, mais ça me semble juste comme ça un petit peu léger. Ça veut dire que pour 100 mètres de profondeur, on aurait utilisé grosso modo 3 mm d'épaisseur. C'est un peu court, on ne sait pas. Donc, continuons. Ce que je cherche à dire par la colonne d'eau, c'est que c'est ceci. Imaginons que dans la fibre de carbone, à un moment donné, on ait une fissure qui permettent à l'eau de trouver un passage. On a une fissure qui permet à l'eau de trouver un passage. Ça peut être une fissure
comme un cheveu, d'accord, de l'épaisseur d'un cheveu. Ça n'a pas besoin d'être la méga fissure. On a notre carcasse de métal, la chambre de pression qui est ici, qui est en noir. Là, c'est l'océan. On a par exemple 400 bars. On est, imaginons, à 4000 mètres. D'accord? On est à peu près, on a 400 kilos par centimètre carré. D'accord jusque-là? L'eau qui arrive à s'infiltrer ici, si on suppose qu'il y a une continuité de la colonne d'eau, cette colonne d'eau, c'est peut-être l'équivalent d'une cuillère à café, c'est peut-être l'équivalent d'une tasse, mais elle forme une continuité. Alors si elle forme une continuité dans une micro-fissure, ça veut dire que les 400 bars qui sont ici sont véhiculés, transmis entièrement à l'interface entre la chambre de pression et la résine et fibre de carbone qui la protège. Ça veut dire que entre les deux, entre ce vaisseau et sa protection, vont rentrer les 400 bars. La pression n'a rien à voir avec la quantité d'eau. Une très faible quantité d'eau peut transférer une méga pression. Donc, dans ce cas-là, que se passe-t-il? Dans ce cas-là, ce qu'on va avoir, on va avoir ceci. On va avoir l'eau qui rentre, qui commence à presser sur le vaisseau de pression. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'elle va finir assez rapidement par le déformer. Et plus il se déformera, plus d'eau rentrera et elle finira par l'écraser complètement. Alors, à quelle vitesse ceci se passe? Ça peut se passer en peut-être 1 millième de seconde, comme ça peut se passer en 30 secondes. Ça dépend la fissure en question. Mais ça finit par l'écraser. C'est comme on écrase une canette. On peut l'écraser rapidement, mais on peut l'écraser lentement. Tout dépend le débit qui est en train d'arriver à 400 bars. Notez au passage que la résine, cette fois-ci, elle va jouer contre le... elle joue son rôle, tout simplement. Mais elle ne va pas se déformer, parce qu'elle, elle reçoit la pression des deux côtés. Parce que si vous regardez ici, on a à l'intérieur, si je reprends le dessin juste pour vous montrer, si je regarde, ça c'est ma fibre de carbone. Ça, c'est mon vaisseau avec les gens à l'intérieur. D'accord? Ici, j'ai 1 bar. J'ai une pression atmosphérique seulement. Là dehors, j'ai 400 bars. À l'interface des deux, j'ai 400 maintenant parce que l'eau est en train de rentrer. Vous voyez bien que la résine, elle reçoit 400 bars des deux côtés. Donc elle ne va pas se déformer, elle ne va pas bouger elle. Celui qui reçoit réellement un méga différentiel de pression, c'est le vaisseau en métal qui est là. Il reçoit 400 bars d'un côté, il a 1 bar d'un côté. Donc vous voyez, le différentiel de pression va effectivement le déformer et l'écraser. Et donc au bout d'un moment, il y a les extrémités qui sont comme ceci, qui vont sauter. D'accord? Et ça va nous faire une implosion. D'accord? Qui peut être explosive pour tuer les gens instantanément. Donc, je vous montre. Si je reprends mon système, donc le premier mode que je décris, c'est que tout l'objet est écrasé, donc tout est écrasé en même temps. Quand les photos sortiront, si vous voyez que tout est aplati, c'est que c'est ce mode-là. Sinon, il y a l'autre mode que je viens de décrire maintenant, qui est un peu plus complexe, où on a l'eau qui arrive à s'infiltrer entre la protection en carbone et la chambre de pression, comme l'a appelé le vice-amiral. Et dans ce cas-là, vous avez un truc comme ceci. Vous avez l'extérieur qui reste intact et l'intérieur qui est broyé. D'accord? Donc, si je sors maintenant, vous voyez que l'intérieur est broyé avec l'extérieur qui est intact. D'accord? Donc, si je pars du principe que ce monsieur qui a 32 ans d'expérience a un langage très précis de ce métier-là, quand on dit dans un sous-marin chambre de pression, on n'est pas en train de signifier le sous-marin dans son intégralité. On est en train de signifier uniquement la chambre, la partie qui est occupée. Donc voilà, donc potentiellement, c'est ça qu'il est en train
de décrire. Le problème avec la construction en fibre de carbone telle qu'ils l'ont faite, c'est qu'elle est très difficile à inspecter, entre autres. C'est-à-dire que il y a le carbone, il y a le tube, les fibres de carbone sont collées dessus, et puis enroulées. Donc, à terme, c'est caché, cette interface. Si l'eau rentre, ou s'il y a des problèmes, ou s'il y a des fissures ou autres, on ne pourra pas les voir, parce qu'on ne peut pas tout démonter après chaque plongée. Donc, à ce moment-là, on ne voit pas ce qui se passe, et puis potentiellement, un jour, on va vers une explosion catastrophique. Ça aurait pu être à cette plongée, ou à la suivante, ou à celle d'après. En 2018, il y a un gars qui leur a signalé exactement cela, qui leur a dit « J'ai un problème avec votre construction, je pense qu'en termes de sécurité, elle n'est pas très bonne, et il y a un problème qui est celui de l'interface fibre de carbone vaisseau en métal. » Il a dit « Je ne suis pas convaincu que vous puissiez vérifier l'intégrité du vaisseau après chaque plongée, vu comment c'est construit. » Quand il a dit ça, il a été viré, et ils ont porté plainte contre lui. Ils ont envoyé des avocats, vous savez, les avocats américains qui envoient des lettres de type cease and desist, qui sont là justement pour intimider les ex-employés et leur demander de la fermer. Et puis, l'affaire est arrivée devant les tribunaux, et après, ils l'ont payé en dehors du tribunal, juste pour que l'affaire s'arrête là. Donc, il y avait une mauvaise culture de sécurité dans cette compagnie. Quand vous regardez cette boîte, et je les ai vus un petit peu fonctionner à travers des vidéos qu'il y a d'eux sur Internet, c'est des gens très ingénieux, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui, sur le plan technique, ils sont très bons, d'accord, très motivés, c'est des gens que j'aime, c'est des gens qui sont vraiment, qu'on apprécie, très inventifs, d'accord, donc ça c'est bien. Par contre, ils n'ont pas la culture de la sécurité, ça c'est clair. En termes de sécurité, ils n'ont strictement qu'une culture. Quand je regardais la dernière mission qu'ils ont réalisée en 2022, à plusieurs moments, je me retrouvais à me cacher le visage, tellement c'était horrifiant ce qui apparaissait à l'écran. En fait, par exemple, cette histoire où ils ont utilisé un contrôleur de jeu était un révélateur, même si le contrôleur de jeu n'a pas joué de rôle direct dans l'accident, c'est quand même révélateur. C'est révélateur d'une culture. C'est-à-dire, si le contrôleur de jeu était là pour contrôler une caméra dehors, on peut dire, bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Si le contrôleur de jeu ne marche pas, bon, la caméra dehors, elle fonctionnera pas, on n'aura pas d'image, c'est tout. Sauf qu'il l'utilisait pour contrôler le bathyscaphe ou le vaisseau. Là, c'est autre chose. Il y a un manque de culture, parce que prenons cet iPhone par exemple, j'ai ce téléphone qui marche très bien. Ce téléphone, si j'ai une application dessus et que je pilote un drone, c'est parfait. Si l'application plante ou que l'iPhone chauffe et s'arrête, c'est pas la fin du monde, je perdrai le drone, c'est tout. Mais on ne peut pas imaginer, même s'il n'est jamais tombé en panne, on ne peut pas imaginer que ceci puisse avoir une application qui permet de piloter un Airbus ou un Boeing, par exemple, plein de gens. C'est pas possible, ce serait de la folie. Pourtant, c'est la même fiabilité, mais le risque, ce qu'on a sur la balance, est énorme. On a des vies humaines. Or, ces gens-là, à aucun moment j'ai perçu qu'ils avaient compris ou mesuré la valeur des vies humaines et ce que ça implique sur le plan technique. Donc ça, c'est une culture qui ne semblait pas avoir du tout. Ce sous-marin, s'il était non habité, ça aurait été ingénieux, ça aurait été magnifique. Si c'était une sorte de drone sous-marin, genre on le pilote depuis la surface, on va sur le Titanic et ailleurs, on prend des photos, des films, on revient, ça aurait été génial. Et puis le jour où on le perd, bah ma foi, on s'est trompé dans nos mesures, je sais pas ce qu'il y a déconné, bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on en construit un autre. Mais quand on transporte des humains, la barre technique va augmenter brutalement. Et ces gens-là n'avaient pas mesuré justement ceci. Donc ils utilisaient des bric-à-brac, des objets achetés sur Amazon, des tubes pris sur des chantiers, tout ça, pour faire un bricolage qui est très bien pour du drone, mais pas pour du transport d'humains. Voilà, cette histoire a fasciné beaucoup de monde parce qu'elle titille un petit peu beaucoup de choses en nous. Le côté claustrophobe, hein, il y a une notion de claustrophobie là-dedans, se retrouver boulonné dans ce tube en acier. Personnellement, je refuserais d'être boulonné dans ce tube, même pour aller dans la partie la plus profonde d'une piscine. Quand je vois des gens payer pour aller là-dedans, alors que je refuserais un paiement pour y aller, c'est vrai que c'est assez... beaucoup de monde, justement, réfléchissent dans ce sens, et c'est assez étrange.
En plus, c'est des personnes célèbres, entre guillemets. C'est des gens riches qui ont géré des entreprises, sur lesquelles on compte pour prendre des décisions. Et voir leur capacité de décision oblitérée au point où ils acceptent d'aller dans un objet aussi dangereux, on se pose des questions. Mais en fait, tout est sur l'habillage, tout est sur le marketing. Regardez, je vais vous donner un RIB, n'est-ce pas? Je vous donne un RIB et vous m'envoyez 250 000 euros pour le privilège suivant. Je vous mettrai dans un fût en métal, et puis je vous balance au milieu de l'océan, et puis vous arrivez au fond, et à un moment donné, vous allez voir, il a un système automatique qui vous permet de remonter. Il n'y a personne qui va accepter cette offre. Clairement, personne ne va l'accepter. Il n'y a personne qui va m'écrire en me disant « oui, je suis prêt à payer ». Non, ça n'arrivera pas. Par contre, c'est une question d'habillage. Or, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons perdu le sens de la Terre. Nous avons perdu le sens de la réalité en tant que société. Nous avons des habillages, beaucoup de couches d'abstraction au sujet de choses qui n'ont aucun sens, mais puisque nous vivons dans des villes, où nous travaillons dans des tours en verre, nous sommes déconnectés des réalités. Et nous oublions, entre autres choses, que notre sécurité, c'est notre responsabilité, c'est pas la responsabilité d'un fonctionnaire ou de l'État ou d'une entreprise. C'est à nous de juger sur pièce en utilisant des éléments factuels. Je vous donne, pour continuer dans cette direction, ce qui est frappant là, c'est une sorte de cachérisation du porc. Terminologie que j'utilise souvent dans mes vidéos, où on voit des choses, des décisions absolument inacceptables, qui, une fois qu'on les habille convenablement, sont approuvées par tout le monde, et ça finit par causer des morts. Alors que dès le départ, ça n'aurait jamais dû arriver. Dans l'histoire que je vous raconte, je vous ai dit, donnez-moi 250 000 euros et tout ça. Personne ne va me les donner. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le marketing. Regardez, je vous dis, je vous balance au milieu de l'océan dans un fût. Hein, c'est pas vendeur, ça. Mais si je vous disais, je vous balance au-dessus du Titanic, vous pourrez voir. Hein, vous voyez déjà là, hein, c'est un peu plus glamour. Ça sera un sous-marin. Je ne vais pas vous dire un fût en métal dans lequel on vous boulonne. Vous allez aller dans un sous-marin à la pointe de la technologie. Un objet extrêmement sûr, développé avec les meilleures têtes qu'il y a aujourd'hui dans notre board. On a des responsables de la NASA, on a un site web, on a un logo qui est gravé sur nos habits, on a un système logistique énorme. Vous voyez que maintenant, on s'éloigne du narratif du fût qu'on jette dans l'océan. Mais en réalité, on fait exactement ça. En réalité, c'est juste un fût qu'on jette dans l'océan. Mais regardez que lorsqu'on change de narratif par-dessus, on est en train de cachériser du porc. Ça signifie que soudainement, cette situation inacceptable commence à parler à de plus en plus de gens. Et si je continue dans cette lancée, eh bien, je pourrais finalement avoir des gens qui m'écrivent en me disant « Écoute, ton histoire de fût, là, ça m'intéresse, j'aimerais bien faire un dépôt déjà pour réserver ma place. » D'accord? Voilà, mes amis. C'est comme ça. J'espère juste que ça s'est passé très vite. Parce que une fois que la coque commence à se déformer, on peut avoir une implosion explosive. Ça signifie l'habitacle voit son volume se réduire brutalement. L'air qu'il y a dedans se compresse. Hein. L'air passe d'une atmosphère à 350, vers où ils étaient, 380. Sa température va augmenter brutalement. Il y a une augmentation brutale de l'énergie. Les gens vont pas mourir de noyade. Hein. C'est pas comme s'ils se retrouvaient à nager à 3800 mètres et tout. C'est plutôt une onde de choc, une onde énergétique qui sera équivalente peut-être à un TGV lancé à toute vitesse qui va traverser cet endroit. Et donc c'est ça qui va causer un choc et une mort instantanée. La seule chose qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne saura probablement jamais, c'est à quelle vitesse le phénomène s'est initié. Soit ils étaient là en train de regarder par le hublot à chercher le Titanic, puis l'instant d'après, ils étaient morts, c'est fini, c'est terminé. Ça s'est passé, on n'a même pas le temps, en un millième de seconde, c'est terminé. Personne n'a rien vu, n'a rien senti. Ou bien est-ce qu'ils ont eu 30 secondes ou une minute où ils entendaient des bruits, sentaient des vibrations, voyaient une coque se déformer, et puis soudainement il y a une accélération. Comme ces phénomènes qui ont une accélération exponentielle. Au début, c'est juste un bruit, un sifflement, une tôle qui commence à se déformer là, elle augmente, puis l'instant d'après c'est fini.
Je ne sais pas quel est vraiment le scénario. Quand les images sortiront, si jamais elles sortiront, il faut regarder l'état dans lequel se trouve la coque en carbone. Est-ce que la coque en carbone est écrasée ou bien elle semble intacte? Si elle semble intacte, c'est que l'eau s'est infiltrée dessous. Si elle a été écrasée, c'est que juste elle n'a pas tenu. Mais je penche pour le fait que l'eau est rentrée entre le vaisseau de pression et la coque en carbone. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo sur cette histoire du Titan de OceanGate qui s'est écrasé en allant visiter le Titanic. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre les deux histoires, entre le Titanic, qui était insubmersible, le bateau, le navire que jamais n'allait couler ou ne pouvait couler. Et puis en même temps, on voit ce bathyscaphe qui aussi ne pouvait pas couler. Et puis il a coulé exactement au même endroit en rajoutant maintenant 5 morts à cette catastrophe datant de 1912. Je pense personnellement que l'endroit est mauvais. Il faut juste pas y aller, c'est tout. C'est pas scientifique, mais je crois que c'est ça. Merci mes amis, on se voit dans une prochaine vidéo.